BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandoin. Il est 15h, bienvenue dans le club BFM Crypto. Je suis ravie de vous retrouver pour toute cette demi-heure. On va parler de réglementation, de stablecoin, d'avenir du Web3 avec des invités de qualité, comme tous les jours. Nathalie Janson, économiste, professeure à la Neoma Business School. Bonjour Nathalie. Bonjour Sandra. Sandra. De vous retrouver dans cette émission. Raphaël Bloch, cofondateur du média The Big Whale. Bonjour. Bonjour Sandra. Raphaël, on arrive à vous capter, vous êtes toujours à l'étranger. Non, mais là je suis en France, bien installé. Tout va bien sur les dernières actus, bien sûr. Et Stanislas Barthélémy, président de l'ADAN, l'Association pour le développement des actifs numériques. Vous êtes aussi senior manager crypto et Web3 chez KPMG. On est ravis de vous avoir dans cette émission. Vous continuez à nous poser toutes les questions que vous voulez sur les cryptos, le Web3. Vous savez, on y répond le jeudi entre 15h et 15h30. Notre adresse crypto@bfmbusiness.fr. L'émission, c'est parti. BFM Crypto, le club. Soyez les bienvenus. On va commencer par l'actu, parce qu'il y a pas mal d'actu et finalement, ces sujets, vous allez tous en parler sur ce plateau. Je me tourne vers vous, Stanislas Barthélémy, parce qu'on en parle beaucoup depuis hier. Le RN a déposé un amendement pour permettre le minage de Bitcoin en France. Ça y est, on y vient à ces sujets. Bon, amendement finalement jugé irrecevable par l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on peut rappeler déjà ce que c'était que l'objet de cet amendement ? L'objet de l'amendement, qui est maintenant une préoccupation qui est portée par l'association, c'est de pousser pour qu'il y ait du minage en France, notamment sur les capacités nucléaires qu'on pourrait utiliser pour miner du Bitcoin. Ce n'est pas un sujet idéologique, en réalité, ça devient un sujet énergétique et budgétaire, dans la mesure où on est en capacité de générer des recettes dans un temps de disette économique et budgétaire comme en ce moment, je pense que c'est intéressant. Et l'amendement, en l'occurrence, parlait de faire une expérimentation avec un rapport pour prouver que ce qui est dit par certains peut s'avérer être vrai. Il y a différentes manières de faire aboutir cette idée. Il y avait la voie parlementaire, mais il y a des discussions qui continuent avec tous les groupes politiques, j'insiste là-dessus, y compris le gouvernement et EDF. Et j'ai bon espoir que dans les mois qui viennent, on y arrive. C'est une question de formation, c'est une question de connaître le sujet. Raphaël Bloch, est-ce que ça peut devenir une question pour 2027, pour la campagne ? Alors, c'est déjà en fait devenu une question politique. Alors, je pense que ce qui, encore une fois, met un peu mal à l'aise jusque dans l'industrie crypto, c'est que, en fait, cet amendement a été porté donc par le groupe Rassemblement National à l'Assemblée nationale. Et c'est vrai que sur la question précisément du minage, on voit bien que ce sont davantage les groupes plutôt à droite qu'à gauche qui s'intéressent au sujet. Bon, globalement, sur le spectre politique, on voit que tous les sujets liés aux cryptos sont quand même plutôt préemptés par des élus de droite que de gauche, ce qui pose évidemment aussi un problème parce que quand on parle d'un sujet qui est déjà clivant dans la société, c'est vrai que si en plus on y ajoute le filtre politique, ça pose effectivement un problème parce que ça devient encore plus particulier et c'est là en cela que je rejoins Stanislas. C'est vrai que c'est davantage aujourd'hui un sujet qui doit être économique, budgétaire, énergétique. Et puis après, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait fait une interview dans The Big Whale avec donc Clara Chapaz, oui. la ministre donc sur tous les sujets liés au numérique et à l'IA. Et c'est vrai qu'elle avait un peu entrouvert la porte à cette question parce que beaucoup de politiques quand même commence à comprendre qu'il y a un vrai sujet. Après, le problème, c'est que certains vous disent en off, oui, on a envie d'avancer, mais c'est encore, notamment quand on parle du Bitcoin, quelque chose qui est trop sensible politiquement, et donc on n'ose pas sortir du bois. Après, ce qui est intéressant, c'est que si personne, justement à gauche ou au centre, ne sort du bois, il ne faut pas s'étonner que la question soit uniquement préemptée par des élus de droite ou d'extrême droite. Nathalie ? Alors effectivement, le problème, c'est que ça alimente cette théorie de certains selon laquelle le Bitcoin est quelque chose d'extrême droite, donc c'est ça qui est dommage. Ça rend encore plus explosif. Voilà, si donc comme on suffisant. sait que certains en France, certaines personnes en fait ont émis cette théorie, ont même écrit un livre à ce propos. C'est vrai que c'est très regrettable. Et c'est très regrettable que personne d'autre s'en empare sur le reste du spectre politique. Moi, c'est pas, je veux dire, ils s'en sont emparés, c'est leur droit. Pour eux, c'est important, mais c'est dommage que d'autres ne se rendent pas compte que c'est important et s'en emparent. Ça avance un peu chez Clara Chapaz, ça avance un peu chez François Hollande, qui sont aussi les acteurs du secteur. Comment on fait justement, une fois que c'est retoqué comme ça, pour continuer à porter le sujet, mais avec les bons arguments et pour convaincre que le minage de Bitcoin pourrait vraiment être favorable à la stratégie énergétique ? Ma réponse va être bateau, mais c'est beaucoup une question de pédagogie, c'est-à-dire d'expliquer ce que c'est le minage de Bitcoin, d'expliquer quel est le problème qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire de faire de la modulation sur notre parc nucléaire alors qu'on pourrait l'utiliser à plein. On suspecte même que cette modulation, c'est-à-dire
les faire marcher, les arrêter en fonction de la production des énergies renouvelables. Et même, on suspecte que ça abaisse leur durée de vie avec une corrosion. Donc c'est vraiment faire de la pédagogie, essayer de dépassionner le sujet. Et j'insiste que le sujet soit porté par tous les groupes. On a des discussions avec des députés de gauche qui sont ouverts au sujet. Maintenant, il faut publiquement le dire et ne pas laisser ça à un seul parti, ce qui pourrait entraîner effectivement des critiques, alors que l'objectif, en l'occurrence, c'est que EDF et donc l'État, voire les contribuables français, aient une énergie qui soit moins chère. Qu'est-ce qu'attend EDF avec Exaion notamment pour se mettre au minage? Parce que minage, c'est la seule chose qu'ils font pas. C'est un peu idéologique. Ça fait aussi partie des sujets que l'on suit depuis des années, parce que Exaion est donc effectivement la filiale. Alors, crypto IA d'EDF. On échange régulièrement avec Fatih, qui est le patron de cette filiale. C'est vrai qu'eux ont pris assez tôt la décision de plutôt se tourner vers donc des blockchains en proof of stake, donc preuve à enjeu, en mettant en avant le fait qu'elles consommaient moins d'énergie. Donc on met pas ça sur le débat. Ils mettent pas ça sur le débat de la pollution, vraiment sur le niveau de consommation énergétique. C'est vrai que quand on est en proof of work, donc preuve de travail, ça consomme plus d'énergie. Après, on ne va pas refaire le débat. On sait qu'aujourd'hui, l'énergie utilisée est de plus en plus d'origine renouvelable. Donc, en fait, ce n'est pas un sujet de pollution. Mais c'est vrai que voilà, eux se focalisent plutôt sur, même totalement sur les blockchains de preuve à enjeu. Sur la question peut-être de Bitcoin, peut-être que les discussions évoluent. C'est vrai qu'aujourd'hui, officiellement, ils sont quand même encore sur preuve à enjeu. Et surtout sur tout ce qui est IA, parce qu'il y a besoin de beaucoup de puissance de calcul, et donc ils veulent aussi en fait, mettre cette puissance au service de l'IA. Stanislas. Le sujet, c'est surtout l'impulsion politique. Oui. EDF étant détenu par l'État, le gouvernement a ouvert la voie. J'ai bon espoir que ça finisse par arriver. Donc le sujet est vraiment politique plus que chez EDF, où on sait que certaines personnes en off sont plutôt favorables. Est-ce que le problème, vous le disiez tout à l'heure, c'est une question de pédagogie. Est-ce que le problème, c'est pas de changer un sujet qui était jusqu'à il y a encore peu de temps assez confidentiel au final en un sujet grand public? Et pour ça, il faudrait utiliser des arguments grand public, donc sur l'écologie ou le pouvoir d'achat. En fait, transformer ce sujet en quelque chose de vraiment digérable pour le plus grand nombre. Comment on fait ça, Stanislas? Je veux dire, peu importe que ce soit Bitcoin ou autre chose, la résultante très concrète de cette proposition, c'est qu'il y ait plus d'argent, soit pour investir dans les technologies de demain, soit pour baisser la facture des Français, mais même des entreprises. C'est ça, le pouvoir d'achat. Au moment où on parle de réindustrialisation, et on sait que les économies qui ont une grosse croissance sont des économies où l'énergie n'est pas très chère. Donc je ne dis pas que ça va changer la donne, l'histoire du minage de Bitcoin, mais tout ce qui peut aller dans le bon sens, on le prend. Autre actualité qui montre que ça bouge du côté des politiques et des réglementations, ce Genius Act qui a été finalement adopté par le Sénat hier soir. Est-ce qu'on peut redire ce qu'il dit? Qui veut commencer sur le Genius Act, Nathalie? Oui, je veux bien. Oui, le Genius Act, on l'avait abordé plusieurs fois. C'est effectivement là, c'est la partie qui concerne les stablecoins qui est passée, parce qu'il y a d'autres articles pour le moment qui n'ont pas encore été adoptés, mais cette partie a été adoptée et ça a été voté à une large majorité. C'est ça qui est intéressant. Ça veut dire que les démocrates ont voté avec les républicains pour la faire passer. Et en effet, ils mettent ce qu'on attendait depuis longtemps, c'est-à-dire qu'ils vont effectivement mettre sous surveillance, en tout cas ils vont réglementer l'activité de stablecoin, attention, dollar. Donc là, on ne parle pas de stablecoin qui aurait des panier de monnaie ou qui serait indexé sur autre chose. On est vraiment sur de stable dollars, puisqu'on a bien compris la démarche de Donald Trump depuis le départ, étant donné qu'il ne veut pas de monnaie de banque centrale digitale, parce qu'il pense que c'est une usine à gaz, et pour une fois, je pense qu'il a plutôt raison. Eh bien, il se dit qu'il faut qu'il aille franco sur le stablecoin, et en somme, il veut ouvrir pour que les banques y aillent. Donc là, il stabilise un cadre. Effectivement, ce cadre ressemble un peu à la façon dont on réglemente les banques, dans la mesure où les plus petits acteurs sont régulés au niveau des États, alors que les plus gros seront régulés au niveau fédéral. Et effectivement, il commence à donner des contraintes en matière de gestion de réserve de ce que doit détenir le stablecoin en face à 100%. C'est
essentiellement du bon du Trésor. Il y a aussi des comptes auprès d'institutions financières. Donc là, on voit bien qu'effectivement, on est en train de contraindre. Et là, j'avais plusieurs fois dit mon désaccord avec cette démarche, que je pense être une très mauvaise démarche, puisqu'en fait, ça va créer du risque systémique. Et effectivement, là, Tether va se retrouver un peu dans ses buts, puisque pour le moment, il n'est pas incorporé aux États-Unis. C'est pas un stable américain. Et donc, pour pouvoir en tout cas avoir son essor aux États-Unis, il faudra quelque chose se passe au niveau de comment il fonctionne. Ce qui va favoriser Circle. Ce qui va favoriser Circle, on l'a vu aussi sur le cours de bourse, c'est-à-dire qu'il y a un appétit de la part des institutionnels, puisque maintenant, il y a un cadre réglementaire qui est en passe d'être voté, ça doit passer à la House, et après, le président Trump doit signer ça. Oui. Donc c'est pas totalement fini, mais du moins c'est en bonne voie, et c'est là où je suis complètement d'accord avec Nathalie, c'est un effort bipartisan, parce qu'il y a deux objectifs qui me paraissent, on va dire, assez apolitiques quand on est un politique américain. La première chose, c'est de diffuser le dollar sur un nouveau rail de paiement, le diffuser tellement massivement qu'il suffit de voir juste un smartphone et une connexion Internet en 3G pour avoir du dollar. Là où aujourd'hui l'accès à des comptes en dollars par des institutions américaines, c'est quasiment impossible d'en avoir quand on est à l'autre bout de la Terre. Le deuxième objectif, c'est aussi de financer l'État. C'est-à-dire qu'il y a un État qui a un déficit structurel, et derrière le stablecoin, et pour le coup, Genius est beaucoup plus ouvert que Mika sur le collatéral, c'est d'avoir une demande perpétuelle pour la dette court terme. De 3 mois, c'est moins de 90 jours en l'occurrence, ce qui fait qu'au bout de 90 jours, ce qu'on appelle on roll la dette, etc. Donc on diffuse, pour eux, ils diffusent de la dette à virtuellement tout le monde qui a un smartphone et une connexion 3G. Et c'est là où ça devient un sujet géopolitique et monétaire. Ça veut dire que le stablecoin est presque la solution à tous les problèmes de Donald Trump en ce moment, Raphaël Bloch? Alors, Donald Trump a énormément de problèmes, notamment, au niveau de la monnaie, je veux dire. Notamment Moyen-Orient. Donc après, je ne sais pas si ça va tout résoudre, mais non, c'est sûr que on en a beaucoup parlé. Il y a eu 2 années très compliquées pour l'industrie crypto, et c'est vrai que les choses ont énormément changé depuis son arrivée. Je parle évidemment de ce qui se passe dans l'écosystème crypto. Ce qui est intéressant, et Nathalie l'a dit, c'est que il y a un cadre, et surtout, ce qui est vraiment important d'avoir en tête, c'est qu'ils ont un peu fait à l'échelle américaine ce qu'on a fait avec Mika, c'est-à-dire que pour les acteurs les plus importants, avant, et je l'ai vu quand je suis allé à New York, c'est-à-dire que vous deviez vous enregistrer à New York, et puis après, vous deviez faire le tour de tous les États. Il faut imaginer un peu en termes de procédure ce que ça implique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des acteurs pourront, en s'enregistrant dans un État, opérer partout, et tous ceux qui sont déjà enregistrés, en fait, pourront passeporter cette licence. Donc effectivement, on va assister à une effervescence autour des stablecoins aux États-Unis, et effectivement, il faut s'attendre à ce que assez rapidement, et c'est déjà un peu le cas avec Circle, en fait, ces dollars numériques se propagent aux 4 coins du monde. On voit, Nathalie, que les stratégies entre les États-Unis et l'Europe sont différentes, le rythme de progression est différent, que le fossé se creuse au fil des mois sur ces stratégies-là. Malheureusement, pour le stablecoin, nous, comme je l'avais déjà évoqué, on part mal, puisque de toute façon, le stablecoin dollar a eu du succès de fait parce que le dollar est monnaie internationale. Donc, si vous voulez, c'est pas un hasard dans les pays où ça a pris, puisqu'effectivement, le sujet de Tether, c'est que Tether, finalement, il prospère beaucoup à l'extérieur des États-Unis. Donc, c'est pour ça qu'on se demande, après tout, est-ce que vraiment il a envie de faire cet effort de vouloir se convertir à la réglementation aussi américaine, étant donné que son terrain de jeu, il est à l'extérieur. Et il prospère, puisque là où les zones monétaires sont instables, c'est surtout à l'extérieur. Donc, en effet, là, on voit bien que l'euro est déjà mal parti au départ, puisqu'il n'est pas désiré comme substitut possible. Et en plus, il est toujours emprunté parce qu'il est un peu corseté par des approches très réglementaires. Donc, effectivement, le stablecoin dollar, c'est le premier à être parti. Et là... Si on regarde la théorie monétaire et la façon, c'est pas que la théorie, c'est la pratique. En général, quand on est le premier parti, vu qu'on est déjà très dominant sur plein d'autres axes, je ne voudrais pas être désagréable, mais le stable euro, il va avoir du mal. Ce qu'on disait il y a quelques jours chez The Big Whale avec les invités que vous aviez rassemblés au petit déjeuner, que vous avez fait sur les stablecoins, il disait qu'il faudrait à la limite que les établissements se rassemblent, les établissements européens ou français, pour créer justement ces stablecoins euros et avoir un peu une force de frappe face à cette vague du dollar. Ouais, alors là-dessus, effectivement, c'était un petit déjeuner qu'on a fait. Alors c'était sur la tokenisation, c'est-à-dire qu'on a un peu parlé des stablecoins, mais on va en parler en juillet plus précisément.
En fait, je vais avoir une approche assez radicale. Je ne crois, et chez Dobigol, on ne croit absolument pas à l'idée selon laquelle des banques vont se mettre ensemble pour lancer un stablecoin euro. C'est-à-dire que si vous voulez ne pas avancer, vous vous mettez ensemble et vous commencez à partager les bonnes idées, il n'y a pas de compétition et vous pouvez être sûr que dans 2 ans, on n'aura pas de stablecoin euro. Peut-être que Stan ne sera pas correctement là-dessus, mais ce que je veux dire, c'est que je prends le cas d'une banque, SG Forge avec Société Générale. Ils sont partis il y a maintenant quelques années. C'est un des seuls qui a un stablecoin. Exactement. Euro. En fait, le problème qu'on a en Europe, mais bon, ça pourrait nous amener sur un débat, enfin, il faudra qu'on en reparle, c'est que, évidemment, aux États-Unis, vu que le dollar est la monnaie mondiale, je veux dire, ils n'ont pas besoin de monnaie numérique de banque centrale. Le dollar est déjà la monnaie mondiale. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est simplement mettre sur de nouveaux rails, c'est-à-dire les blockchains, du dollar partout, et comme ça, ils seront dominants. En Europe, on a un autre problème, c'est que vu qu'on n'est pas dominant dans l'ère numérique, on est effectivement en train d'essayer d'avoir d'un côté l'euro numérique de banque centrale, avec une BCE qui demande aux banques de ne pas avancer trop vite pour qu'en fait les deux arrivent en même temps. Oui. Et donc, si vous voulez, au même moment, on a des banques commerciales qui essaient de travailler sur des stablecoins euros, mais on ne leur donne pas la possibilité, avec quelques contraintes réglementaires, de vraiment déployer à grande échelle leur stablecoin euro. Donc, c'est pas une question de se mettre ensemble, c'est plus d'avoir vraiment un cadre qui vous permet d'avancer, de déployer très largement un stablecoin euro. Il y a 2 sujets là-dedans. Stanislas, qu'est-ce que vous en pensez, vous, du développement du stablecoin euro? Il y a le sujet réglementaire. À l'aune de Genius, c'est vrai que certaines dispositions de MiCA sur les stablecoins, sur le taux de réserve possible en fonction de la taille du stablecoin, ou même la redistribution du rendement généré qui permettrait d'aider à distribuer le stablecoin. Pour moi, c'est 2 sujets qui sont importants. Quand on analyse aujourd'hui, on va dire, l'environnement et l'écosystème français et européen, on a des émetteurs étrangers comme Circle, qui sont déjà compliant à MiCA. On a des petits acteurs qui sont, par exemple, Schuman Financial, qui est petit, et évidemment Société Générale Forge. Après, si on se projette, et on voit, c'est le cas aussi aux US, c'est que toutes les banques veulent faire leur stablecoin. Mais il y a un sujet, c'est quelle est, on va dire, la parité, comment on fait en sorte que ce soit fongible. Parce que si tout le monde a son stablecoin, on se retrouve quelque part à refragmenter un peu la liquidité. Et c'est pour ça qu'il y a déjà un consortium nordique de banques avec ING qui a été annoncé publiquement, avec 5-6 banques européennes pour ce consortium nordique, et qu'il y a certaines personnes, et dont je fais partie, qui disent qu'en France, on pourrait tout à fait avoir aussi un consortium de banques françaises qui pourraient se mettre ensemble pour améliorer la distribution, sans faire offense à la Société Générale Forge, qui a un statut de pionnier et mais qui a fait quelque chose de capital dans cet écosystème. Nathalie? Juste, effectivement, ça c'est un bon moyen de virer les concurrents. En fait, c'est de dire si en fait on a des liens avec la Banque centrale et qu'on reconnaît, en fait, parce que c'est toujours le problème de savoir quelle est la valeur, est-ce qu'effectivement c'est de la monnaie Banque centrale qu'on a vraiment avec un stablecoin, est-ce qu'on l'a sous forme digitale. Et effectivement, c'était évoqué au niveau européen de dire, en fait, tous ceux, et même d'ailleurs au niveau américain, ce serait possiblement tous ceux qui sont effectivement banques centrales compatibles, c'est-à-dire qui ont des réserves qui seront donc auprès de la Banque centrale ou via une banque reconnue par la Banque centrale. Oui. Et puis les autres, eh bien, on diront qu'ils ont un taux de change. Voilà. Donc, au lieu de faire 1-1, donc ceux qui sont gentils, ils ont 1 contre 1, ils peuvent circuler grandement. Et puis ceux qui sont pas gentils, qui veulent pas faire comme ça, ben on va les pénaliser puisqu'on dirait qu'il y a un taux de change et qu'on estimera selon leurs réserves, la qualité des réserves, etc. Ouais. Ça, c'est un bon moyen d'exclure la concurrence, par contre. Ouais, on va voir comment ça va se terminer parce qu'effectivement, ça avance parallèlement. Il y en a un qui empêche un peu l'autre de se développer. Oui, c'est-à-dire que quand on parle avec on a parlé côté BCE et côté banque commerciale, c'est vrai que ils sont pour la plupart dans les starting blocks, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que la BCE est le superviseur, avec les superviseurs nationaux des banques, et c'est très compliqué d'aller à l'encontre de ce qu'on vous demande dans l'intérêt bien compris aussi de la zone euro. Donc c'est pour ça qu'on est sur un entre-deux qui, à mon avis, ne fonctionnera pas. Donc c'est vrai que là-dessus, je suis un peu radical, et c'est pareil sur les consortiums. C'est toujours bien, évidemment, de vouloir coopérer. Moi, là, où j'ai vraiment une réserve, c'est sur la capacité à faire émerger conjointement un projet. C'est-à-dire que d'autres rejoignent un projet, évidemment. Mais je pense que, par exemple, quand on voit ce que Société Générale a réussi à faire, ça aurait du sens qu'effectivement, là, d'autres banques... D'ailleurs, c'était un peu le pari de Société Générale. C'était de sortir du bois, de lancer son stablecoin. Et c'était un peu de voir, qui a envie de rejoindre cette initiative. Et c'est vrai que partir d'une page blanche ensemble, on le sait, ça ne marchera pas. Voilà. Donc, il faut des leaders.
qu'ils avancent et puis après qu'ils réunissent autour d'eux des acteurs européens. Autre sujet dont on va parler aujourd'hui, JP Morgan Chase qui veut émettre un deposit token sur Base. On rappelle ce que c'est qu'un deposit token, Stanislas. Pour définir ce qu'est un deposit token, il faut définir ce qu'on évoquait avant, c'est-à-dire le stablecoin. Et c'est, on va dire, un jeton égale $1 dans un compte bancaire. C'est un peu plus complexe que ça parce que ce $1, il peut avoir ce qu'on appelle être cash equivalent, c'est-à-dire des bons du trésor court terme qu'on évoquait tout à l'heure. Le modèle de deposit token, c'est-à-dire qu'une banque utiliserait ses dépôts bancaires et donc le système de réserve fractionnaire pour émettre une représentation d'un $. Donc on aurait un jeton qui équivaut à $1, mais derrière, il n'y a pas $1 bloqué dans un compte bancaire, je schématise, mais au contraire, les dépôts bancaires. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de banques, et notamment Bank of America, mais d'autres, quand on parle en off, ils trouvent ce modèle-là, quand on a une banque supérieure et plus efficace, efficient, pour eux de créer du stablecoin. Et c'est JP Morgan Chase qui sort au même moment où Genius Act, qui définit le modèle de stablecoin que j'ai exposé avant, qui prend un pas d'avance, les met sur une infrastructure en plus publique, celle de Coinbase, qui fait que virtuellement, pour des clients institutionnels, on peut envoyer du dollar, sauf que c'est des réserves fractionnaires, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est auditable. Et même, ils annoncent que ça peut être yield bearing, c'est-à-dire qu'on peut toucher un taux d'intérêt par la détention de ce deposit token. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on sort des cas d'usage traditionnels des stablecoins qui étaient dévolus sur la crypto, c'est-à-dire du trading, la réserve de valeur. Maintenant, on imagine très bien des grands groupes utiliser ce type de solution pour du cash management. Ouais. Raphaël. Non, mais effectivement, ça a très bien résumé la situation. En fait, ce qui est à la fois intéressant et même excitant quand on pense à ce qu'est une banque, c'est qu'on a effectivement le modèle du stablecoin qui s'est vraiment construit avec des réserves qui étaient, j'allais dire, parallèles au fonctionnement d'une banque. C'est-à-dire que vous avez l'USDC, ils ont constitué des réserves, c'est du 1 pour 1. Là, ce qui est intéressant avec ce que fait JP Morgan, c'est qu'ils avaient commencé à le faire sur une blockchain privée, mais en fait, ils sont en train de tokeniser leur système. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller créer parallèlement à leur fonctionnement un stablecoin, vous avez une réserve, c'est du 1 pour 1, sans effectivement rendement, comme on l'a interdit en Europe et comme effectivement le Genius Act vient de l'acter, à un modèle où en fait vous gardez le système traditionnel de la banque, sauf que vous allez directement le mettre on-chain. Et ça va ouvrir des perspectives assez intéressantes. Et effectivement, nous on en est convaincus, c'est que là, on est vraiment rentré dans une phase où la technologie est mature. Vous avez des blockchains comme Ethereum, Solana qui permettent de faire plein de choses. Et vous avez maintenant les institutions financières qui ont très bien compris ce qu'elles pouvaient faire. Et donc, on va rentrer dans un cycle d'innovation financière grâce à la technologie. C'est-à-dire qu'on va être capable de réinventer des produits que l'on connaît. On ne va pas en inventer de nouveaux, mais par contre, on va être capable de les repenser grâce à la technologie. Ils vont être plus ouverts, plus disponibles partout. C'est assez intéressant. Ça me rassurait quand vous dites, on va être capable d'inventer des produits, tout ça, c'était l'Europe. Mais là, tout se passe aux États-Unis. C'est ça le problème. On est vraiment dans ce fossé qui se creuse. On fait comment ? Et vous allez sûrement, pour terminer, nous parler des chantiers de la DAN. Ça va ressembler à quoi, Stanislas ? C'est quoi vos ambitions ? Oui, il y a du boulot. C'est vrai qu'avec les technologies, c'est hyper inspirant. Ça donne envie d'aller plus loin. Mais la réglementation, ici, chez nous, elle est bien présente. Elle est empêchante. Pas que, on s'autocensure aussi de peur sur les enjeux réputationnels, etc. Il n'y a pas que la réglementation qui nous freine. Et c'est là où, quand on parlait de Forge tout à l'heure, ils sont pionniers et fort heureusement qu'on les a. Sur la DAN, à l'aune de ce qu'on vient de se dire, c'est-à-dire qu'il y a un changement géopolitique, ils embrassent cette technologie, ils donnent un cadre. Et ça va très vite, c'est ça que je veux dire. Et ça va très vite, ce qui nous force aussi à aller très vite. Et à mon sens, c'est tout la proposition de valeur de la DAN, qui en plus recrute une directrice générale bien connue de cette antenne, qui est Claire Balva. Et oui, elle est souvent ici. Pour porter ces sujets auprès des décideurs publics, y compris du marché privé, de dire qu'il y a une finance qui est en train de se construire sous nos yeux, que c'est plus tellement un sujet d'infrastructure, c'est un sujet d'actifs et de services. Donc qui les contrôle ? Si c'est les banques américaines qui demain vont fournir tous les services à nos grands groupes français et européens, on aura encore perdu une bataille et donc la guerre. Et donc cette bataille n'est pas encore perdue, mais il faut réagir vite. Il y a des sujets de réglementation. La DAN fait des recommandations. Dès septembre, on sera en ordre de marche avec une directrice générale et une vision claire sur ce qu'il faut faire. Et on va essayer d'apporter notre contribution au débat public. Nathalie, la bataille n'est pas encore perdue ?
Voilà, on va espérer qu'elle ne soit pas perdue en tout cas, mais c'est vrai que vraiment cette année, elle a très vite, ça a été une année de grande transformation. Ouais. Et effectivement, ce qui a été évoqué plus tôt, même avec les stables et avec la tokenisation des dépôts, ça pourrait même rendre obsolète en fait les stables quelque part. Parce qu'en fait, si vous avez, parce que les stablecoins, ils sont nés effectivement par rapport à une situation qui était des cryptos. Où il fallait effectivement avoir une stabilité de valeur, enfin bon voilà. Mais là, et ils ne pouvaient pas vraiment rémunérer parce qu'ils étaient stables, ils étaient un contre un. Et donc là, effectivement, ça va devenir compliqué. Je n'osais pas dire que ça allait devenir presque obsolète. Raphaël, pour terminer. Non, mais là-dessus, c'est vrai que... Il va y avoir une grosse compétition entre les acteurs, il y a de nouveaux produits. Ce qui est sûr, c'est que ce qu'on se dit là, dans 6 mois, on pourra déjà le réviser. Là-dessus, je pense qu'effectivement, il n'y a aucune menace pour les stablecoins, mais c'est vrai que l'espèce d'hégémonie qu'ils étaient un peu en train d'installer va clairement être challengée. Et on voit, on voit très bien aussi quand même, je suis d'accord avec Stanislas, il y a une question de dynamique politique, mais quand même à quel point des petits changements dans la réglementation, vous savez, c'est un peu comme les fuites d'eau, c'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait une petite ouverture, et là, vous avez absolument tout qui s'engouffre par cette ouverture. Et je pense que c'est un peu ce qui va se passer dans les mois qui viennent, avec des acteurs qui ont des moyens, qui veulent trouver la faille. Et donc, dès qu'on va faire bouger, c'est pour ça que l'Europe a peut-être une carte à jouer. C'est-à-dire que si on est aussi capable de faire bouger les choses, potentiellement, des acteurs vont s'engouffrer dans un nouveau dispositif et peut-être inventer des choses. Personne n'avait, jusqu'à ce que JP Morgan sorte son deposit token, peu de gens avaient anticipé qu'avec le Genius Act, ils allaient potentiellement réussir à le contourner pour effectivement servir du yield à leurs clients. Stanislas, pour finir ? Quand on parle d'euro numérique retail, ça sous-entend qu'il peut y avoir une fuite des dépôts bancaires. Et donc, effectivement, là où je te rejoins, c'est qu'un choix structurant implique qu'il faut repenser ces modèles. Et aux États-Unis, on ne l'a pas dit d'ailleurs, mais il y a aussi pour l'instant un mouvement sur les ratios de capitaux, de liquidités, de les simplifier pour qu'ils soient encore plus agressifs. Donc il n'y a pas que la réglementation sur les stablecoins. BAL 3 qui n'est pas appliqué par les Américains. Ouais. Et une dernière chose, je pense que les deux modèles de stablecoins qu'on évoquait peuvent complètement exister. Les stablecoins 1 pour 1, plutôt dans une optique retail, là où les deposit tokens, il faudra quand même qu'il y ait des conditions de KYC, etc. Donc c'est pas aussi simple que ça. Je pense que les deux modèles existeront. On n'a pas fini d'en parler dans cette émission. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus. Nathalie Janson, économiste, professeure à la Neoma Business School. Raphaël Bloch, cofondateur de The Big Whale. Et Stanislas Barthélémy, président de la DAN et senior manager crypto et web chez KPMG. Merci à tous les trois d'être venus dans cette émission, à retrouver en podcast et en replay sur notre appli et notre site. Je vous laisse entre les mains de BFM Bourse. Très bonne journée sur BFM Business. BFM Business, BFM Crypto, le club.